Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Bon, donc, Myriam Azoghi, elle est directrice des missions en Israël pour le CIJA. C'est une citoyenne canado-israélienne. Elle est là-bas sur place. Elle va nous parler. Myriam Azoghi, bonjour. Bonjour. Alors, que se passe-t-il? Où vous êtes exactement, là, au moment où on se parle? J'habite dans une petite ville qui est un petit peu au nord de Tel Aviv, donc toujours dans la région du centre. Et voilà, et vient de passer une soirée comme l'ensemble du territoire israélien et des territoires palestiniens. J'insiste aussi là-dessus parce que les gens ne savent pas forcément, mais les Iraniens, comme le Hamas ou le Hezbollah qui avait tué des enfants druzes, ne font pas de distinction entre les juifs et les musulmans quand il s'agit de tirer des missiles et de nous tirer dessus. Et ce soir, on a vécu une soirée absolument hallucinante. J'ai un petit peu de mal à m'en remettre, je dois vous avouer, parce que on avait pris un petit peu l'habitude des tirs de roquettes du Hamas pendant toute cette année. Et donc, on sait, on doit se mettre à l'abri. Et là, depuis cet après-midi, ils nous prévenaient déjà de nous préparer, de pas se balader, de rester dans un endroit où on pouvait se rendre immédiatement et rapidement dans un abri. Et c'est ce qui s'est passé, mais on n'a pas pu en sortir pendant plus d'une heure de cet abri parce que ça tirait non-stop. Et comme je disais tout à l'heure, je suis pas du tout une experte militaire ni en armes. Enfin, moi, j'ai jamais touché une arme de ma vie, mais je peux vous dire moi aujourd'hui que je connais la différence entre les roquettes que nous tirait le Hamas et ce qu'on a pris ce soir, les missiles antibalistiques qu'on a eu. On en a eu près de 200. C'est quoi le bruit et puis les soubresauts du sol? Exactement. La force de la détonation, elle est absolument hallucinante et je peux vous assurer que on n'en menait pas large, quoi. Moi, j'habite dans un immeuble neuf. Il a à peine 5 ans, donc c'est des immeubles qui sont préparés, qui ont tous des chambres, ce qu'on appelle des chambres fortes dans l'appartement directement. Comme ça, on n'a pas besoin de descendre au sous-sol dans les abris collectifs comme dans d'autres immeubles plus anciens. Et donc, a priori, avec des structures plus fortes, je peux vous assurer que l'immeuble a tremblé. Et les détonations, elles étaient, enfin, je sais pas, on s'est cru un petit peu comme dans un film, pas très drôle d'ailleurs. On n'en menait pas large. Est-ce que vous avez vu, vous dites que vous êtes allé dans un abri, mais est-ce que vous avez vu les missiles tomber ou vous étiez dans l'abri à ce moment-là? Non, moi j'étais dans l'abri. Non, moi j'ai pas fait la manine. Et vous savez, nos abris dans les appartements, on a une fenêtre blindée qui se ferme. C'est-à-dire, on a la porte blindée, mais on a aussi des espèces de volets qu'on doit fermer, qui étaient fermés déjà depuis quelques jours parce qu'on se préparait. Et donc on voit strictement rien. En revanche, ma sœur qui habite près de la mer, elle m'a envoyé une photo qui était plutôt apocalyptique où elle a vu un des missiles tomber dans l'eau. Et donc il faisait nuit déjà, puisque la nuit tombe relativement tôt déjà maintenant. Et vous voyez au-dessus de la mer comme un espèce de soleil énorme, rouge, au-dessus de l'eau. Et il y a plein de vidéos qui circulent là en ce moment sur des gens qui ont pu filmer, ceux qui étaient pris dehors parce qu'il y en avait qui étaient mal pris, qui se retrouvaient qui étaient en voiture. Moi, je devais sortir juste avant. J'ai été prise par un appel et du coup, je me suis dit, je vais peut-être rester. Finalement, je vais pas. Comme je voyais qu'on recevait pas mal de messages d'alerte, donc je suis restée. Mais sinon, il y a plein de gens qui se sont trouvés pris sur l'autoroute, dans la rue Et Mme Azoghi, est-ce que, j'imagine, vous écoutez la radio et la télé israélienne pour rester au courant de ce qui se passe? Est-ce qu'on vise des cibles en particulier? Est-ce qu'il y a des missiles qui sont tombés dans des quartiers résidentiels? Est-ce qu'on parle déjà de morts? Alors, pour l'instant, on nous dit pas encore. Faut savoir aussi, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un attentat au même moment que les missiles commençaient à tomber. Il y a 2 types armés qui sont sortis du tramway à Jaffa, qui est une ville
ce qu'on appelle les villes mixtes, c'est-à-dire arabes et juives, arabes, chrétiens et musulmans et juives. Et il y a deux types armés qui sont sortis du tramway et qui ont tiré sur tout le monde. Il y a je sais pas, j'avoue que après ça, j'ai pas trop voulu regarder les informations pour détendre mes filles, mais il y a à peu près 7 ou 8 morts déjà. C'est des types, ils ont tiré partout. Vous savez, on est je pense que les gens ne comprennent pas très très bien ce qui se passe ici, c'est qu'on est dans une relation complètement asymétrique. Quand Israël elle tire sur des terroristes, évidemment. Je dis pas et personne ne s'en félicite. Il y a des civils qui sont morts là, c'est ça. Il y a des civils qui meurent parce que ça s'appelle une guerre et les gens, je sais, ne savent pas ce que c'est la guerre, mais la guerre, ça fait des morts. Il suffit de regarder les guerres qu'ont menées l'OTAN ou les 500 ou 600 000 morts palestiniens qui ont été exécutés par Bachar el-Assad il y a quelques années, encore pas très loin de chez nous quand même. Mais la guerre fait beaucoup de morts. Nous, on essaye toujours de tirer sur de cibler des terroristes comme le Nasrallah et toute son équipe. De l'autre côté, on tire sur des civils. Il faut savoir que ça fait 1 an maintenant que toutes les localités du Nord, et dans le Nord, vous avez beaucoup de communautés druzes qui sont... Enfin bon, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est les Druzes, mais c'est une communauté qui est affiliée à l'islam, qui sont pas musulmans stricto sensu. Ils sont, pour schématiser vraiment très grossièrement, ils sont affiliés à l'islam. Donc ils sont pas juifs, mais ils sont israéliens. Il y a beaucoup de villages et de villes arabes musulmanes en Galilée aussi. Et dans le Nord, tous ces gens-là se font tirer dessus par le Hezbollah quotidiennement, tous les jours, le Hezbollah nous a tiré dessus depuis le 8 octobre. Et ça, les gens complètement oublient. On parle d'escalade depuis aujourd'hui, mais où étaient ceux qui parlaient d'escalade quand on nous tirait dessus depuis le 8 octobre, alors qu'on se remettait à peine du pogrom qu'on venait de se prendre dans la tête le 7 octobre et qu'on savait même pas combien on avait de morts, on ne savait même pas, c'était un chaos total, et le Hezbollah a commencé à nous tirer dessus depuis le 8 octobre. Mais là, alors ceux qui se plaignent d'escalade... Maintenant que l'Iran se mêle de ça, c'est quoi la porte de sortie? Est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel, là? Alors à titre personnel, non, je ne sais pas quand est-ce que je vois pas, parce que vous savez ce qu'on a comme sensation ici, tout le monde, quelles que soient les affiliations politiques des uns et des autres, mais ce qu'on ressent très très fort, et surtout nos soldats, c'est qu'on fait le sale boulot pour tout le monde en fait. Parce que vous savez, quand on a tiré, quand Nasrallah et toute son équipe ont été éliminés le fin de semaine dernière, vous savez pas les scènes de liesse qu'il y a eu dans le Moyen-Orient, parce que je vois beaucoup là, je regardais des gens qui se prétendent des experts sur le Moyen-Orient et qui venaient nous parler de l'escalade d'Israël, etc., mais ils savent pas ce qui se passe ici, et ils savent pas comment les Iraniens ne rêvent que d'une seule chose, le peuple iranien. Je parle pas de la République islamique d'Iran. Je parle pas des mollahs, je parle du peuple iranien, le peuple iranien qui souffre. Il y a eu plus de 800 exécutions par pendaison depuis 2023, depuis janvier 2024. Je sais pas si vous vous rendez compte du calvaire que vit le peuple iranien à cause du régime des mollahs iraniens. Aussi en Syrie, tous ceux qui se sont fait massacrer par Nasrallah, par les sbires du Hezbollah sur ordre de Assad, tous ceux qui se sont fait massacrer. Il y a eu des scènes de liesse dans le Moyen-Orient. Croyez-moi, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça passe pas du tout la frontière, parce qu'il y a des médias, et je vous remercie infiniment de me donner la parole et d'avoir une couverture équilibrée, parce que on nous entend pas, nous. Et quand je parle de nous, je parle pas seulement de nous, juifs israéliens, je parle de nous, israéliens, de toutes les origines. Moi, j'ai vu des vidéos de gens au Liban qui se réjouissaient justement de la mort du chef du Hezbollah, parce qu'eux vivaient un peu sous la coupe du Hezbollah, puis qui s'en réjouissaient, mais ce sont des images, effectivement, qu'on ne voit pas. Madame Azoghi, bon courage, et j'aimerais rien que vous dire, ça va vous décourager, je suis désolé de vous dire ça, mais vous savez qu'à Montréal, il y a des manifestants qui organisent des célébrations du 7 octobre pour lundi prochain, dans les rues de la ville. Des célébrations du massacre commis par le Hamas. J'espère, Madame Azoghi, que cette manifestation-là sera interdite par nos autorités, qu'ils auront le courage de dire « ça n'a aucun sens ». Est-ce qu'on accepterait des célébrations de
du massacre, des célébrations marquant l'anniversaire du massacre de la Grande Mosquée de Québec ou des célébrations marquant l'anniversaire du massacre de Poly ou du 11 septembre. Voyons donc, ça n'a aucun sens. J'ai un ami juif qui m'a dit on se sent isolé. Est-ce que c'est comme ça vous vous sentez? Ah ben nous nationalement on se sent isolé. Vous savez, il y a 3 jours j'ai une amie qui est libano-syrienne, pas juive, qui a grandi au Liban et qui me disait mais c'est phénoménal, c'est absolument incroyable comment l'Occident ne comprend pas ce qui se passe et ne voit pas ce qui va leur arriver aussi. Parce que si nous on baisse la digue, si nous on tombe. Merci beaucoup, Madame Myriam Azoghi. Bon courage, directrice d'émission en Israël pour le CIJAR, citoyenne canado-israélienne. On se reparlera au cours des prochains jours. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant parler à M. Ferry de Kharkov, que vous connaissez, vous l'entendez dans les médias, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, en Indonésie et ex-haut-commissaire au Pakistan. Monsieur de Kharkov, est-ce que là, c'est une escalade? Parce qu'on a vu que les Américains ont dit à leur armée d'intercepter les missiles qui s'abattent sur Israël. Est-ce que, on s'en va vers un conflit ouvert entre Israël et l'Iran, quoi? Comment vous voyez ça? Écoutez, ma boule de cristal me dit quelque chose, mais pas les réponses totales à votre question. Je commencerai par dire qu'une fois de plus, j'espère que ça va se limiter à ce qui s'est fait en avril, parce qu'évidemment, dans le contexte actuel de la mort de Nasrallah, les Iraniens se devaient de faire quelque chose. S'ils font la même chose que ce qu'ils ont fait avec le même type d'armement sur Israël, pour l'instant, ça déferle. Il n'y a pas eu une seule victime, je crois. Enfin, les dernières nouvelles qu'on me dit qu'il n'y en a aucune. Donc, mais le problème des rebelotes, c'est que c'est jamais la même chose que la belote, dans la mesure où est-ce qu'il va y avoir une conflagration totale dans cette région-là? Est-ce que les Iraniens ont dit si vous ripostez, nous allons faire plus? Je ne vois pas Israël ne ripostant pas. Le problème, c'est que Israël détermine au fond le jeu. Les Américains, surtout en période électorale, semblent n'avoir pas beaucoup d'influence sur Netanyahou. On l'a vu pendant toute la période. On ne parle même plus des otages de Gaza parce que Malbrook s'en va en guerre. Alors, la question qui se pose vraiment fondamentalement, est-ce que Israël, qui est déjà en combat au Liban contre le Hezbollah, il y a les Houthis, il y a le groupe syrien, enfin il y a toute une bande de zozos qui veulent absolument la destruction d'Israël. Est-ce qu'Israël, même poussé par des gens comme Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, est-ce qu'ils vont essayer d'entraîner les Américains à entrer en guerre contre l'Iran? Parce que c'est ce que beaucoup d'Israéliens voudraient. Et le discours qu'a prononcé Netanyahou à la population israélienne, à la population iranienne, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais c'était véritablement dire aux Iraniens, levez-vous contre votre gouvernement qui est crapuleux, qui est tout ça. Moi, j'ai vécu en Iran et c'est un pays absolument merveilleux, donc je regrette tous les jours ce qui s'est passé depuis l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, mais mes regrets ne changeront rien au fait que ce régime absolument crapuleux pourrait finir par déclencher lui aussi une guerre totale dans cette région. Alors, est-ce que des pays raisonnables comme l'Arabie Saoudite et d'autres qui ont quand même établi des relations avec l'Iran par l'intermédiaire de la Chine pourraient essayer d'atténuer l'intensité de tout ça? Je suis inquiet. Je suis plus inquiet aujourd'hui que je ne l'étais en avril. Ah oui. Je reviens pour le 7 octobre. Je lisais quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, Thomas Friedman du New York Times, qui couvre cette région-là depuis très, très longtemps. Et il disait, Thomas Friedman, que Israël est en train de normaliser ses relations avec l'Arabie Saoudite et que ça ne faisait absolument pas l'affaire des radicaux islamistes. Et c'est pour ça que le Hamas a attaqué Israël pour essayer de les provoquer, d'entrer en guerre et de foutre le bordel et justement de neutraliser un peu cette normalisation des rapports avec l'Arabie Saoudite. Mais d'un autre côté, Friedman dit quelle est la stratégie de Netanyahou? Parce que c'est une chose d'aller en guerre contre ses ennemis, mais il faut toujours avoir aussi développé une solution politique. Puis il dit, on dirait que c'est ça qui manque à Netanyahou. Il se bat contre des pays, il envoie des missiles et tout ça, des bombardements, mais
où est sa solution politique? Il n'y en a pas. C'est quoi la porte Je dirais de sortie, je dirais qu'il manque de stratégie du côté des Américains et du côté de Netanyahou. C'est évident que les accords d'Abraham étaient quelque chose d'admirable qui avait été lancé par Donald Trump, qui ont été repris d'ailleurs par Biden, parce que c'était excellent comme projet. À l'heure actuelle, je crois que tout ça est mis un petit peu en veilleuse, mais ça n'empêche que le but ultime est effectivement un pays Israël en accord avec l'ensemble des pays arabes. Seulement la partie iranienne dans ça crée un embarras qui ne sera pas réglé par la guerre, qui ne sera réglé que le jour où l'Iran aura changé de régime, car il faut se rappeler que l'Iran avait des relations exceptionnelles à l'époque du Shah avec les États-Unis et que finalement ça faisait beaucoup plus de bien à la région que la situation actuelle. Écoutez, l'espoir que j'ai, c'est que peut-être que l'Iran bombe le torse ces temps-ci, là, mais ne veut pas vraiment de confrontation armée avec les États-Unis. En tout cas, on l'espère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je pense que le problème, qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui aimeraient beaucoup entraîner les Américains dans une lutte contre l'Iran. Alors, et comme vous le savez, Mearsheimer, que c'est le grand auteur américain, n'a pas cessé de l'expliquer, le problème, c'est que la politique du Moyen-Orient est non pas dictée par les Américains, mais par Netanyahou et par les Israéliens d'une façon générale. Et ça remonte à de nombreuses années. Et Biden était particulièrement lié à l'État juif, et j'emploie le mot État juif à dessein, et avec le résultat que on se demande toujours pourquoi Netanyahou ne renvoie jamais l'ascenseur alors que Biden fait toujours tout ce qu'il demande. Alors pour l'instant, contentons-nous de voir ce qui se passe sur le terrain. Je pense que les Iraniens il va y avoir une riposte israélienne, c'est certain, mais est-ce que ça va aller plus loin que ça, je ne peux pas le prédire, parce que vous avez tout à fait raison, vous avez soulevé la question du Hezbollah. Alors, tant que ça continue à taper dessus au Liban, je crois que les Iraniens vont être tentés de faire davantage qu'ils n'ont fait en avril. Mais je ne sais pas dans quelle mesure la défense antimissile est tellement solide et tellement extraordinaire du côté américano-israélien qu'il y aura très peu de dommages. Alors, il faut aussi penser de nos amis du Hezbollah. Est-ce qu'ils ont utilisé tous leurs missiles? Vous remarquez qu'on leur avait dit qu'ils avaient 150 000 missiles de grande portée. Or, on en a vu très peu. Et en même temps, les Israéliens ont quand même débouté pas mal d'installations de Hezbollah. Alors, la question se pose, est-ce que les moyens de part et d'autre sont identiques à ce qu'ils étaient à cette époque-là, ou au contraire, est-ce que Netanyahou peut continuer à garder la dragée haute? Mais vous avez raison, il n'y a pas de véritable stratégie israélienne, il y en a pas. Sauf de dire, et c'est ça ce qui m'inquiète, c'est parce que les gens sont tellement excités par ce qui se passe qu'ils aimeraient beaucoup en découdre avec l'Iran et entraîner les États-Unis là-dedans, et là nous nous trouvons dans une équation qui est totalement inacceptable. Et surtout qu'on est en campagne présidentielle, donc les deux candidats seront tentés de faire des promesses aux Israéliens pour ne pas perdre le vote des Juifs aux États-Unis. Donc, jusqu'où ça va aller, là, c'est ça, là, ça va jouer aussi la campagne présidentielle. Oui, ce qui est extraordinaire de penser qu'il y a 5 millions de Juifs aux États-Unis qui déterminent finalement la politique étrangère des États-Unis. Merci beaucoup, M. Ferry de Kerkhove, et on va certainement s'en reparler. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous éclairer. Bonne journée. Avec plaisir. Bonne journée à vous.